Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Hank Skinner, condamné à mort, échappe à l'exécution. Au dernier moment, la Cour suprême a suspendu la sentence pour examiner son recours. Nous irons sur place où se trouve son épouse française. Après des semaines de cacophonie, un accord vient d'être trouvé entre la France et l'Allemagne pour aider la Grèce. Une aide financière sera accordée sous forme de prêt. En échange, la possibilité de sanctions contre Athènes sera renforcée. Les tensions dans la majorité face aux rumeurs. François Fillon dément solennellement toute rivalité avec Nicolas Sarkozy. Pendant ce temps, Dominique de Villepin annonce le lancement de son parti avec des critiques cinglantes contre le gouvernement. Un grand patron devant la justice pour rémunération abusive, c'est une première. L'ex-PDG de Vinci, Antoine Zacharias, doit répondre des 4 millions de salaires et de ses 12 millions d'indemnités de départ. La flambée des prix du gaz, les tarifs vont augmenter de 9,7% au 1er avril. Explication dans un instant. Notre enquête sur le fléau des vols à la portière, au feu rouge ou dans les embouteillages. Le phénomène s'installe, 1 millier chaque année pour la seule région parisienne. Et puis l'ouverture du Salon du Livre, toujours plus fréquenté chaque année. Question à cette occasion sur l'argent des écrivains. Combien sont-ils à vivre de leur plume en France et avec quels revenus? C'est le dossier de cette édition. Bienvenue dans ce journal. Le compte à rebours s'est donc arrêté in extremis. Depuis plusieurs jours, nous vous parlons de Hank Skinner. Cet Américain marié à une Française est condamné à mort au Texas. L'exécution de la sentence était prévue la nuit dernière. Eh bien, la Cour suprême est intervenue au tout dernier moment. Sur place, Maryse Burgot, Laurent Desbois. Finalement, son mari ne mourra pas ce soir. Sandrine Skinner partage son bonheur avec d'autres militants engagés comme elle contre la peine de mort. Sandrine, comment vous sentez-vous? Vidée, je suis vidée. Super contente mais vidée. Le compte à rebours s'est arrêté à moins d'une heure de l'exécution derrière les murs de cette prison d'Huntsville. Le sursis accordé par la Cour suprême est tombé alors que les témoins des deux parties étaient déjà en place pour assister à l'injection mortelle. Hank Skinner avait déjà pris ce qu'il croyait être son dernier repas, sa dernière douche. Condamné à mort pour un triple meurtre en 1994, cet homme qui a aujourd'hui 48 ans avait déjà parlé avec son conseiller spirituel. Son épouse attendait dans une chambre d'hôtel, envoyant des mails pour tenter jusqu'au bout de sauver son mari. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir un sursis, on va y arriver. 3 heures avant l'heure fatidique, elle lui parlait par téléphone. Peut-être était-ce la dernière fois. Pourtant, elle le rassurait et souriait. Il me demande ce que j'en pense, de ce qui va arriver. Et voilà, je lui ai dit que moi j'y crois. Et il a éclaté de rire en me disant, de là où je suis, j'aimerais bien pouvoir y croire, mais voilà. La Cour suprême, plus haute juridiction des États-Unis, accorde rarement ses sursis. Passées les premières émotions, Sandrine Skinner retrouve ses accents de combattante. Laissez-nous faire ces tests ADN, c'est tout ce qu'on demande depuis 15 ans. Cette Française ne prétend pas avoir réussi seule à stopper la machine judiciaire texane, mais son obstination est indéniable. Et on vous retrouve sur place au Texas. Maryse Burgot, bonsoir. Que va-t-il se passer maintenant pour Hank Skinner? Tout est entre les mains de la Cour suprême. Elle n'est tenue à aucun délai pour prendre sa décision. Il faut donc attendre. Alors hier, les juges n'ont pas décidé qu'ils acceptaient ces fameux tests ADN réclamés par le condamné. Ils ont simplement dit qu'ils acceptaient de prendre le temps de regarder le dossier. On ne sait donc toujours pas si certaines des traces retrouvées sur la scène de crime seront examinées, notamment ces traces retrouvées sous les ongles de la victime. Si ces traces désignent Hank Skinner, il est le coupable. Sinon, il est innocent. C'est simple. Et pourtant, ces tests ne sont toujours pas ordonnés. Maryse Burgot au Texas. Merci Maryse pour ces précisions. Comment faire face au risque de naufrage de la Grèce? L'Europe était au pied du mur. Depuis des semaines, les partisans d'une aide directe et les autres s'affrontaient. L'euro était en baisse. Eh bien, je vous le disais, un accord vient finalement d'être trouvé entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Sur place, à Bruxelles, François Baudonnet, Frédéric Furnemont. Ils arrivent presque ensemble et avant tous les autres. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, en conflit ouvert sur la crise grecque depuis plusieurs semaines, s'enferment immédiatement pour une réunion en tête-à-tête. Pendant ce temps, à l'extérieur, le Premier ministre grec, lui, dramatise le débat.
Le défi aujourd'hui est fondamental. C'est fortifier la zone euro et prendre les mesures nécessaires pour stabiliser la monnaie européenne. Depuis toujours, ce qui oppose Paris et Berlin, c'est l'éventuel recours au Fonds monétaire international. Une nécessité pour l'Allemagne, un échec pour la France et pour le patron de l'euro. Si le FMI exerce à la place de l'Eurogroupe, à la place des gouvernements, leurs responsabilités, c'est évidemment très très mauvais. Mais qu'importent les blocages, l'Europe est affaire de consensus. En fin d'après-midi, la France et l'Allemagne annoncent enfin un accord pour la Grèce. Un plan en 2 points. Des prêts de la part de plusieurs pays de la zone euro, mais également un prêt du Fonds monétaire international. Pour la France, ce mécanisme sera majoritairement européen. Pour l'Allemagne, l'intervention du FMI sera substantielle. L'accord franco-allemand doit à présent être avalisé par l'ensemble des pays de la zone euro au cours d'une réunion qui se tient en ce moment même. Mais le grand test, ce sera demain matin avec l'ouverture des bourses en Europe. On saura si les marchés ont été convaincus. La politique, faut-il parler de relations dégradées entre Nicolas Sarkozy et François Fillon? Le président de la République a demandé en tout cas à son Premier ministre de renoncer à une intervention à la télévision. Les informations de presse circulent sur leur divergence au point que François Fillon a décidé de se livrer, je cite, à une mise au point solennelle. Ça n'est pas fréquent. Thierry Curtet, Nicolas Auer. C'est la une du journal Le Monde aujourd'hui qui a provoqué l'ire du Premier ministre. Nouvelle rivalité entre Nicolas Sarkozy et François Fillon. Car depuis quelques jours, le fossé semble se creuser entre les deux hommes. Le président prendrait ombrage de la popularité de son Premier ministre. Il a 20 points de plus dans les sondages. Il lui aurait demandé d'annuler une invitation à la télévision hier. Ils étaient en désaccord sur l'ampleur du remaniement. François Fillon a été ovationné par les députés. À la première occasion, le Premier ministre a voulu éclaircir la situation. Tout ce que vous avez pu lire depuis dimanche soir sur mes relations avec le président de la République est faux et relève de la manipulation. Il n'y a pas de divergence et encore moins de rivalité entre le président de la République et moi. Il ne peut pas y en avoir parce que ce qui est en cause, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est la cohérence du gouvernement de la France et c'est donc l'intérêt national. Le Premier ministre tente de ressouder ses troupes. Dès lundi, sur le perron de l'Élysée, les deux hommes voulaient également montrer une tête de l'exécutif unie. Mais la défaite a changé le climat dans la majorité. Et c'est dans ce contexte que Dominique de Villepin a annoncé officiellement tout à l'heure qu'il allait lancer sa propre formation politique. Une déclaration assortie, vous allez l'entendre, de critiques sévères contre le gouvernement. Valérie Astruc, Pascal Stelletta. Tirer les leçons de la défaite ou comment passer à l'offensive. 2 mois après le procès Clearstream, Dominique de Villepin a décidé d'en découdre avec Nicolas Sarkozy. Je vous le dis sans phare. Je suis mal à l'aise dans la politique qui est menée aujourd'hui par la majorité. S'ensuit un réquisitoire en règle contre l'action du gouvernement. Tous les fondamentaux de 2007 y passent. Le bouclier fiscal, la suppression des effectifs dans le service public. J'adore l'arithmétique. 1 fonctionnaire sur 2, c'est formidable, mais ce n'est pas efficace. Est-ce que les Français veulent moins d'infirmières? Est-ce que les Français veulent moins d'enseignants? Est-ce que les Français veulent moins de policiers? Et puisqu'il réclame un changement de politique, Dominique de Villepin lance pour juin prochain un nouveau parti. Une pierre dans le jardin de l'UMP, une annonce fraîchement accueillie. Il me semble d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, que lorsqu'il était Premier ministre, il réclamait l'unité de la famille politique derrière l'action du gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, on pourrait lui demander à peu près la même chose que ce qu'il demandait hier. Moi, je pense que dans les 2 ans de mandat qui nous restent, toutes les idées sont bienvenues, pourvu qu'elles soient constructives et qu'elles apportent à la majorité présidentielle. Dominique de Villepin s'est bien gardé d'afficher ouvertement son ambition pour 2012. Mais son futur parti pourrait être une première étape. Toujours à propos de politique, sachez que c'est le candidat de la gauche, Dominique Bucchini, qui a été élu tout à l'heure président de l'Assemblée de Corse. Pas de majorité absolue, mais une majorité relative, 24 voix sur 51. Il n'y a pas eu d'accord avec les nationalistes.
Les suites de l'agression par une élève de 15 ans d'un professeur de collège de Créteil, les enseignants ont décidé de ne pas reprendre le travail aujourd'hui. Pour eux, cet incident n'est pas un cas isolé et le rectorat veut minimiser l'affaire. L'élève, elle, pourrait être soumise à une expertise psychiatrique, image signée Christophe Kenck. Notre enquête maintenant sur ce qu'on appelle les vols à la portière. Une vitre cassée, un sac volé, parfois avec des coups portés. Cette forme de délinquance est assez récente et elle commence à être prise au sérieux. Enquête Loïc Delamornay, Bernie Mériot. C'est l'heure de pointe. Le trafic est au ralenti. Soudain, des bas-côtés de l'autoroute, deux hommes surgissent, slalomant entre les fils. Ils ont leur cible. L'un d'eux fracture la vitre passager, puis il se replie. L'agression a duré moins de 15 secondes. Un zoom montre qu'un sac a bien été dérobé. Cette technique, appelée vol à la portière, sévit aujourd'hui surtout à Paris, aux abords de l'autoroute A1. Venus de leur cité, les braqueurs n'ont que quelques dizaines de mètres et un peu de grillage à écarter pour avoir un accès direct à l'autoroute. C'est ce qui est arrivé à cette femme il y a 1 an. Ça fait un bruit assourdissant, donc le temps qu'on réalise, même si on sait que c'est assez courant dans ce coin-là, le temps qu'on réalise ce qui se passe, la personne est déjà bien penchée en train d'attraper le sac. Et donc j'ai essayé à mon tour de rattraper mon sac malgré les bouts de verre et de résister. Mais je n'ai pas réussi, il est parti, en fait, il a pris le sac et il est parti en courant, apparemment dans les cités alentours. Certaines victimes sont téméraires, comme cette autre conductrice qui a tenté de poursuivre ses agresseurs dans les talus sans succès. Il lui faut maintenant regagner périlleusement sa voiture, fracturée sur la chaussée. Face à cette nouvelle délinquance, la police s'est adaptée. Cet homme est un CRS. Dans les bas-côtés de l'autoroute, caché derrière la rambarde de sécurité, il va planquer pendant des heures pour détecter l'arrivée des braqueurs. En face, côté cité, ses collègues sont également en planque, en voiture banalisée. Ils reprennent la fuite souvent en direction d'une cité qui est à proximité des autoroutes du nord de l'Île-de-France. Donc ça nous permettra, s'il y a des méfaits qui sont commis, quand ces individus redescendent par le même chemin où ils sont venus, de pouvoir procéder à leur interpellation. Pour l'instant, rien à signaler sur les ponts. Les policiers le savent, certains braqueurs sont très organisés. Des guetteurs postés sur les ponts identifient les bonnes cibles et donnent l'information à leurs comparses, cachés comme ici en aval. Mais aujourd'hui, après des heures de surveillance, tout est calme. Même chose dans le tunnel du Landy, au lieu d'agression il y a encore quelques mois. Les braqueurs y pénétraient via ces issues de secours. Elles ont été modifiées pour qu'on ne puisse plus y accéder par l'extérieur. Résultat, les agressions sont en baisse. En 2008, 59 faits ont été constatés sur le tronçon qui est concerné, pour en 2009 arriver au chiffre de 14. Des chiffres en baisse, mais encore quelques coups d'éclat des braqueurs. En février dernier, ils ont dérobé ici le sac d'une riche Ukrainienne, butin estimé en bijoux 4,5 millions d'euros. Il n'y avait pas forcément de guetteurs ce jour-là. La police estime que les braqueurs ont eu un gros coup de chance. On en sait davantage ce soir sur le pirate informatique, entre guillemets, qui est soupçonné d'avoir infiltré des comptes du site Twitter, dont ceux de Barack Obama ou de Britney Spears, on en parlait hier. Il s'appelle François, il n'a en fait que 23 ans et c'est un peu l'histoire de Monsieur Tout-le-Monde. Il a accepté de rencontrer la presse chez lui, près de Clermont-Ferrand, et de dévoiler en partie ses méthodes. Amaury Guibert, Pascal Caron avec notre bureau à Lyon. Après 48 heures de garde à vue, il est de retour au domicile familial. Celui qui a fait trembler Twitter est un jeune homme de 23 ans qui passe ses journées devant l'ordinateur et qui est animé, dit-il, de bonnes intentions. Je suis un gentil pirate, parce qu'il y a deux types de hackers, quoi. Les hackers, ceux qui préviennent, puis ceux qui agissent tout dans le mauvais sens. Sous le pseudonyme de Hacker Kroll, il a réussi à prendre le contrôle du site internet Twitter, utilisé notamment par le président américain Barack Obama. Mais très vite, le FBI américain alerte la police française et l'enquête aboutit avant-hier à la porte de ce pavillon de la banlieue clermontoise. Ils ont sonné
Ils nous ont dit c'est le FBI, donc ils ont parlé à François, ils ont mis tout un dispositif informatique, des relevés, essayer de savoir ce qui s'est vraiment passé en fait. Et ce qui s'est passé est assez simple. Pendant des jours et des semaines, Hacker Kroll a écumé Internet et il a trouvé sans problème toutes les informations lui permettant de deviner les mots de passe et accéder au cœur du site Twitter. C'est pas l'Arsène Lupin du net, comme je l'ai entendu depuis 2 jours. Je crois que c'est quelqu'un qui rentre dans les maisons quand les portes sont pas fermées à clé. Pas un génie, mais un passionné. Hacker Kroll est désormais privé d'ordinateur. Sa mère les lui a confisqués. Il va falloir que je me consacre à autre chose maintenant. Voilà, puis que j'ai une vie plus saine. Une autre vie, loin d'Internet, en attendant son procès, prévu le 24 juin prochain. Autre titre de l'actualité ce soir, va-t-on réussir à percer les mystères de la disparition de l'Airbus du vol Rio-Paris? C'est aujourd'hui au Brésil qu'a été donné le coup d'envoi de la 3e phase des recherches en mer des boîtes noires. La zone a été resserrée, les moyens sont énormes, 2 bateaux. Les 2 bateaux ont été montrés aujourd'hui, l'un est américain, l'autre norvégien. Ils prendront la mer dimanche. Le bureau d'enquête et d'analyse donnait une conférence de presse aujourd'hui. Bonsoir Arnaud Comte, vous êtes sur place. Quelles sont les dernières informations? Bonjour David. Eh bien, aux dernières nouvelles, le BEA affiche son optimisme. Il y aurait plus d'une chance sur 2 pour que l'épave de l'avion soit localisée lors de cette opération de la dernière chance. L'opération aussi la plus complexe jamais menée en mer. Il a fallu 6 mois de préparation, 6 mois durant lesquels des experts du monde entier, russes, allemands, français, anglais, ont analysé les courants, les vents pour établir un périmètre de recherche. 2000 km², l'équivalent de 20 fois Paris, que les 2 navires vont sillonner avec à leur bord du matériel ultra sophistiqué. Dans un premier temps, il s'agira d'envoyer des drones sous-marins télécommandés pour tenter de localiser une masse métallique. Et si un signal est reçu, des robots capables de descendre jusqu'à 6000 mètres prendront le relais. Ces robots iront vérifier qu'il s'agit bien de l'épave de l'avion, tenteront de localiser les boîtes noires et éventuellement de les remonter à la surface. Alors ces opérations devraient durer 4 semaines. 4 semaines pour peut-être connaître la vérité sur le crash de la F447. Arnaud Comte au Brésil. Merci Arnaud et on en rendra compte évidemment assez largement. L'économie avec ce procès qui constitue une première. Un grand patron, en l'occurrence l'ex-PDG de Vinci, Antoine Zacharias, comparaît pour rémunération abusive. Une condamnation créerait un précédent. Caroline Thébault, Mathieu Drejoux. C'est un procès inédit. Antoine Zacharias, l'un des patrons les mieux payés de France, comparé aujourd'hui pour abus de biens sociaux. A-t-il manœuvré, changé les règles du jeu pour gonfler son salaire au détriment de son ancienne entreprise Vinci? En 2003, il touche 2 900 000 euros, 3 millions en 2004, puis 4 millions en 2005, soit 70 fois le salaire d'un cadre moyen chez Vinci. Et ce n'est pas fini. En quittant le groupe, il négocie 12 800 000 euros d'indemnité, plus une retraite complémentaire de 2 100 000 par an et une enveloppe de stock option. À l'époque, scandale, ses détracteurs se placent sur le terrain de la morale. Certains le surnomment Gargantua ou le Nabab, mais à quel titre est-ce devenu l'affaire de la justice? Dans la mesure où cette rémunération sort de l'acceptable, du normal, il y a eu en fait des actionnaires qui ont été lésés, d'où la procédure pour abus de bien social. Mais pour d'autres, la justice aura bien du mal à s'immiscer dans la cuisine interne d'une entreprise. Il ne faut pas oublier qu'en France, la loi est très claire, c'est le conseil d'administration qui décide de la rémunération des dirigeants. Donc, quel est le responsable s'il y a des excès? Pour moi, c'est le conseil d'administration. En théorie, Antoine Zacharias encourt 50 prisons et 375 000 euros d'amende. Et ce soir, nous avons voulu aller un peu plus loin sur le sujet. On l'a compris, ce qui est en jeu, ce sont les rapports entre les PDG et les conseils d'administration des grands groupes qui sont censés les contrôler. La particularité du mécanisme, c'est que ces administrateurs sont souvent eux-mêmes des patrons d'autres entreprises. Le système fonctionne en quelque sorte en vase clos. Enquête Julien Dupéret, Emmanuel Beck. Jean-Paul Bailly, La Poste, Anne Lauvergeon, Areva, Henri Proglio, EDF. Tous grands patrons, tous administrateurs d'autres sociétés. Une double casquette devenue ordinaire dans le très petit monde des dirigeants français. Exemple à la BNP, président du conseil d'administration Michel Pébreau. Il retrouve chez Saint-Gobain Jean-Louis Beffa. Beffa qui siège aussi au Monde avec Louis Schweitzer.
lui-même est administrateur de Veolia avec Baudouin Pro. Bref, les occasions de se voir ne manquent pas, puisque tous sont aussi au conseil de la BNP. 90 personnes concentrent dans leurs mains 40% du nombre total de mandats d'administrateurs. Donc il y a une concentration extrêmement forte. Peu de diversité avec des administrateurs issus du même moule. Portrait robot, un homme blanc, français, moyenne d'âge 59 ans, chacun touchant en moyenne 55 000 € annuels pour leur présence en conseil d'administration. Gérard Mestralet, patron de GDF Suez et plusieurs fois administrateur, se justifie d'un mot, compétence. Ce sont deux entreprises extérieures dans lesquelles je suis administrateur et j'apporte un peu de mon expérience aux délibérations du Conseil. Mais les critiques vont plus loin car ces administrateurs fixent aussi les salaires des patrons et là, la concentration peut tourner au conflit d'intérêts. Elle a sans doute un impact, les études ne sont pas extrêmement claires là-dessus, mais très probablement un impact, ne serait-ce que parce qu'on est au sein d'un groupe de gens qui se connaissent et qui n'ont que des raisons de se rendre plus ou moins service. Conscient du problème, certains ont décidé de faire marche arrière. Le patron d'AXA, Henri Decastre, ici à gauche, a annoncé qu'il se consacrait exclusivement à la direction de son entreprise. Il est 20h19, restez avec nous à suivre. Attention aux factures, le prix du gaz va augmenter de près de 10% au 1er avril. Pourquoi? Explication dans un instant. Le SIDAction 16e édition et désespoir. Oui, la prévention paye. Nous irons au Kenya qui a réussi à faire nettement baisser la transmission du virus de la mère au bébé. Et puis, c'est l'un des succès foudroyants de ces dernières années. Christophe Mahé revient. L'album est sorti lundi. Extrait et reportage. D'abord donc, c'est le chiffre du jour. L'information est confirmée. Le prix du gaz de ville va augmenter de 9,7% dans une semaine. Certains s'en étonnent, d'autres parlent de rééquilibrage. Fabien Chadeau. Le gaz coûtera plus cher dès la semaine prochaine. Pour les ménages qui ne l'utilisent que pour la cuisson, la facture va s'alourdir de 10 € en moyenne par an. Lorsque le gaz sert à cuisiner et chauffer l'eau, l'augmentation sera de 21 €. Et pour ceux dont le système de chauffage est au gaz, ce sera 70 € de plus. Depuis 7 ans, les prix, indexés sur le pétrole, ont progressé régulièrement. Mais en 2009, les tarifs ont baissé de 11%, une économie qui est en train de disparaître. GDF Suez justifie la prochaine hausse par l'explosion des coûts de transport et de stockage du gaz. Inacceptable pour la plupart des associations de consommateurs. Elles dénoncent une décision qui va peser sur le pouvoir d'achat des ménages en pleine crise économique. Les nouveaux tarifs qui entrent en vigueur la semaine prochaine sont révisables tous les 3 mois, en théorie. La santé avec le coup d'envoi demain du SIDAction. 3 jours de présence et d'appel aux dons sur les principales chaînes de radio et de télévision. Voici ce soir l'une des raisons d'espérer. L'Afrique subsaharienne, vous le savez, concentre 2/3 environ des cas recensés dans le monde. Et dans certains pays, eh bien, la prévention a permis de diminuer très nettement la transmission du virus de la mère à l'enfant. Au Kenya, reportage Dominique Derda, Frédéric Rank. À ses amis, elle a fait croire que c'est parce qu'elle n'avait pas assez de lait pour allaiter son fils qu'elle utilisait du lait en poudre. La vérité, c'est qu'elle est séropositive et qu'elle avait peur de le contaminer si elle lui donnait le sein. Ici, aujourd'hui encore, les porteurs du virus du sida sont des parias. Voilà pourquoi elle n'a pas voulu nous dire son nom et nous a demandé de cacher leur visage. Si jamais quelqu'un, un voisin apprenait que je suis séropositive, il s'empresserait de le répéter à tout le monde. On me montrerait du doigt et tous se détourneraient de moi, même ceux qui sont les plus proches. À l'hôpital catholique de Nazareth, sur les hauteurs de Banana Hill depuis bientôt 5 ans, on met tout en œuvre pour tenter de réduire les risques de transmission du virus de la mère à l'enfant. Et ça marche. Le taux de transmission avant était de 35 à 45%. Mais les programmes que nous avons décidé de suivre nous ont permis de faire baisser ce taux à moins de 5% actuellement. Après un test de dépistage systématique et anonyme, les femmes enceintes séropositives sont prises en charge par une équipe spécialisée. On leur explique que rien n'est perdu, bien au contraire, mais que pour sauver leur enfant à venir, il va falloir qu'elles suivent un traitement avant, pendant et après l'accouchement. Grâce à l'aide internationale, les antirétroviraux sont disponibles en quantité pour elles et leur futur bébé. Ce qui manque, c'est l'argent.
L'argent pour leur donner de quoi prendre le bus et venir à l'hôpital subir de nombreux examens tout au long de leur grossesse. L'argent pour qu'elles accouchent par césarienne plutôt que par les voies naturelles, c'est plus sûr. L'argent enfin pour payer le lait en poudre que ces femmes souvent ont bien du mal à s'offrir. Cécilia ne sait pas encore si sa petite fille de 3 jours sera ou non séropositive. Il faut 6 semaines au moins pour qu'elle développe ses propres anticorps. Mais elle a confiance et nous le dit sans crainte, à visage découvert. Elle sera négative. Parce que j'ai bien pris tous les médicaments qu'on m'a dit de prendre. Parce qu'on a utilisé des contraceptifs comme les docteurs m'ont dit de faire. Alors oui, maintenant je suis sûre qu'elle sera négative. Il y a à travers le pays des dizaines de centres médicaux comme celui de Nazareth. Le taux de réussite n'y est peut-être pas aussi élevé, mais partout l'espoir de vaincre un jour la maladie est plus fort que jamais. C'est un rendez-vous chaque année. Le Salon du Livre ouvre ses portes demain matin. Regardez d'abord la réponse à la question de la semaine posée lundi. Elle était toute simple. Lisez-vous plus de livres qu'il y a 10 ans? Oui, 42%. Non, 58%. Vous avez été plus de 7000 à voter sur Internet. Merci à tous. Réponse peu encourageante. À l'occasion de ce salon, voici un sujet rarement évoqué, l'argent des écrivains. Combien sont-ils à vivre de leur plume en France et avec quels revenus? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Bruno Ledreff, Jean-Marie Lequertier. Marc Lévy, Guillaume Musso, Anna Gavalda, dans cet ordre ou dans un autre, chaque année c'est le trio gagnant de l'édition française. Leurs livres se vendent par millions, ils sont adaptés au cinéma, ils appartiennent à un tout petit groupe, la trentaine de romanciers français qui vit de sa plume exclusivement. Gagner sa vie en écrivant, c'est simple, il suffit de vendre ses livres. Seulement voilà, ce n'est pas le cas de la plupart des romanciers français. La moitié d'entre eux ne perçoit aucun revenu pour son travail d'écriture. 6,5% reçoit entre 5 et 10 000 euros chaque année et seulement 9%, une toute petite élite, gagne plus de 15 000 euros par an. Nous avons rencontré 3 d'entre eux, 3 parcours différents et un point commun, ils ne font qu'écrire. J'ai toujours écrit, j'ai jamais fait autre chose, je ne sais rien faire d'autre. Patrick Rambaud, 27 livres, traduits en 26 langues. Goncourt, 97 avec La Bataille. Il entre alors dans une nouvelle vie. Le lundi 10 novembre à 13h, la vie change. Mais vraiment. Donc là, on a plus de sous et plus de temps pour faire ce qu'on a envie de faire. Chaque livre qui sort est pour moi un petit bébé. Bernard Werber, 17 livres vendus à 18 millions d'exemplaires dans le monde et traduits en 37 langues. Il a commencé son premier roman à 17 ans. Je me sens suffisamment récompensé par mon métier parce que ça me permet tous les matins de me lever en n'ayant qu'un seul souci, c'est que va-t-il arriver à mes personnages. Mon seul souhait, c'est que ça dure le plus longtemps possible, que je vive de mon travail. Et c'est aussi pour ça que j'ai trouvé ce rythme de 1 livre par an pour tenir un rythme de production régulier. Je suis intimement convaincue que tout ça est éphémère. Delphine de Vigan, 5 romans traduits en 20 langues, a quitté son emploi de cadre il y a 2 ans et elle aime sa nouvelle vie. Le sentiment d'être extrêmement privilégié, oui, ça, je vous avoue qu'il ne se passe pas un jour sans que j'y pense. Et que les 6 premiers mois, je me pinçais tous les matins quand j'accompagnais mon fils à l'école et que je rentrais chez moi pour allumer l'ordinateur. 3807 romans publiés l'an dernier. Quelques-uns de leurs auteurs ont gagné beaucoup d'argent. Les auteurs qui vendent le plus aujourd'hui peuvent gagner facilement, à mon avis, plus de 2 millions d'euros dans l'année. Entre leur édition courante, plus les adaptations en poche. Un romancier qui vend 50 000 exemplaires gagne environ 100 000 euros. En 2009, ils ont été 20 Français seulement à connaître ce succès. Et à l'occasion de ce salon, Olivier Barraud a remis, il y a quelques instants, le prix Essai France Télévisions à Guillaume de Fonclare pour Dans ma peau, aux éditions Stock. À la fois comblé. Un phénomène maintenant, il était totalement inconnu il y a 5 ans. Avec son premier album en 2007, Christophe Maé est devenu l'un des plus gros vendeurs de disques. Il vient de sortir le dernier. Abdel Mostefa et Yann Moine l'ont rencontré. Voici leur reportage. Je cours et j'ai peur. Non, je t'aime pour toujours. Qui lentement se meurt. Dans un studio de la région parisienne, Christophe Maé nous interprète l'une de ses 11 nouvelles chansons, doucement mûries au soleil.
resté 1 an près de Aix-en-Provence, dans le sud de la France. En fait, c'était à la maison. J'ai aménagé un petit home studio et puis voilà, il faisait bon, les cigales, le soleil. Donc voilà, l'inspiration était là, quoi. Depuis 2007, début de sa carrière solo, tout s'enchaîne à merveille. Un premier album vendu à 1,5 million d'exemplaires, une tournée de zénith plein à craquer, une victoire de la musique, de quoi vous rendre dingue. L'argent et le vedettariat qui arrivent d'un coup. Sauf qu'avant, il y a eu pour le natif de Carpentras 10 ans de petits concerts anonymes dans les bars de sa région. La chance que j'ai, c'est de vivre aussi dans le sud de la France. C'est vital pour moi d'être avec les miens et me ressourcer en famille et avoir des conversations où on me demande tout simplement comment je vais avant de me dire hey, on t'a vu hier soir, c'était magnifique à la télé. Le deuxième album s'appelle On trace la route, dans la même direction musicale que le disque précédent, entre sous les variétés, de quoi continuer sur l'autoroute du succès. Voilà, vive le Sud. Avant de refermer ce journal, un détour par le plateau d'À vous de juger sur le nouveau paysage français issu des régionales. Bonsoir Arlette Chabot, quel est le programme ? Bonsoir, bien effectivement, vous savez, quand les Français votent, après, les politiques réfléchissent, essayent de comprendre le message qui leur a été adressé. Donc il y a la victoire de la gauche, on demandera à Ségolène Royal ce que, selon elle, devrait faire le Parti socialiste et aussi ce qu'elle entend faire dans les mois qui viennent. Daniel Cohn-Bendit nous parlera de son projet pour Europe Écologie et tous les deux, ensemble, nous dirons ce que les deux gauches peuvent imaginer pour les Français dans les mois qui viennent. Et puis ensuite, nous parlerons de l'abstention qui révèle effectivement une désaffection à l'égard des politiques, de la politique et une grande souffrance sociale dans beaucoup de régions. Il y aura François Chérec pour la première fois face à Éric Woerth, le nouveau ministre du Travail, et puis aussi Jean-Paul Delevoye, le médiateur qui le premier avait alerté l'opinion sur ce qui se passe, sur cette souffrance française. Voilà, débat ensuite avec des éditorialistes. C'est une soirée effectivement politique après les régionales. On vous retrouve dans quelques petites minutes, Arlette. Je vous rappelle l'un des principaux titres que nous avons développés. Après des semaines de cacophonie, un accord vient d'être trouvé entre la France et l'Allemagne pour aider la Grèce. Une aide financière sera accordée sous forme de prêt couplé à celle possible du FMI. En échange, la possibilité de sanctions contre Athènes sera renforcée. Fin de cette édition, merci à vous tous. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko nous conseille de ressortir les parapluies. 20h35, à vous de juger donc. Demain 13h, Élise Lucet, à 20h et tout le week-end, Laurent Delahousse. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.